Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er novembre 2023. Alors ça a le mérite d'être un nouveau mois. On reprend une page blanche, on part à zéro. On se dit que les 3 mois de baisse consécutive qu'on vient de se taper, c'est du passé. On peut commencer à regarder un petit peu de l'avant. Et d'entrée, on commence avec un truc super hot, puisqu'évidemment, ce soir, il y aura la Fed. Et hier, les marchés ont rebondi. Enfin, rebondi, on va dire timidement. Déjà, c'était difficile la veille, mais c'était pas beaucoup mieux hier. On sent qu'on veut bien essayer de faire quelque chose. On se demande si c'est pas simplement des couvertures de short plus qu'autre chose. Parce que pour l'instant, la personne qui a vraiment envie de prendre un pari aujourd'hui, là, tout de suite, au matin de l'intervention de la Fed, 24 heures avant les publications d'Apple, et puis 48 heures avant les non-farm payrolls du mois d'octobre, eh bien c'est vachement courageux, surtout qu'on est quand même un tout petit peu au milieu de nulle part. Alors on attend bien sûr des informations ce soir et tout devrait être différent après le meeting de la Fed, même si nous connaissons avec notre capacité à changer de vision toutes les 45 secondes, on va immédiatement se projeter sur autre chose. Mais pour l'instant, les marchés sont légèrement plus faibles ce matin. Hier, on a vécu une belle journée. Et on va dire que comme d'habitude, il faut prendre les choses au fur et à mesure, petit pas par petit pas, et se dire que l'un dans l'autre, c'était quand même sympa hier. Donc si on prend le résumé ou le déroulé de ce qui s'est passé durant la séance d'hier, ce qu'il faudra retenir, c'est que finalement, eh bien, le marché s'est préparé plus ou moins à ce qui va nous arriver ce soir. Évidemment, rien n'a fuité sur ce que la Fed s'est dit derrière les portes closes du bâtiment de la Réserve fédérale à Washington, mais en tous les cas, ce que l'on attend surtout, c'est la publication du discours de Monsieur Powell. Alors on sait qu'a priori, les taux ne vont pas bouger aux États-Unis ce soir, mais ce qu'il faudra quand même retenir, c'est que le marché va regarder attentivement le discours, la communication de la Fed, compter le nombre de points d'exclamation, de virgules, de points, de tirets et de retour à la ligne pour savoir s'il n'y aurait peut-être pas un indice caché à l'intérieur de la communication de la Fed pour nous dire ce qu'ils vont faire le mois prochain. Oui, parce que comme d'habitude, pendant 3 semaines, on attend le meeting de la Fed, puis quand on l'a, on se dit « Ah, faut faire attention parce qu'il y en a un autre derrière. » Oui, il y a toujours un autre derrière, puisqu'a priori, tous les mois, ils nous sortent un meeting, donc c'est clair qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose, mais on a cette capacité à ne jamais se satisfaire de ce qu'on a maintenant, et puis on veut toujours aller voir un bout plus loin. Bon, c'est un peu la base de la finance. Regardez loin. Il fut un temps où on regardait vraiment loin. On regarde à 3 heures ou 4 heures ou 12 heures dans les grandes journées. Mais pour l'instant, on va se contenter d'analyser ce soir le discours de la Fed qui devrait garder donc les taux inchangés. Et a priori, évidemment que M. Powell devrait tenir le même discours, à savoir qu'il va continuer à monitorer les chiffres économiques jour après jour pour savoir dans quelle direction va l'inflation et que par rapport à ça, il prendra sa décision quasiment au dernier moment pour le meeting du mois de décembre. Donc a priori, pas grand-chose de changé, il ne faut pas s'attendre à le voir dovish ce soir. Le plus gros stress que l'on peut gérer aujourd'hui, c'est de savoir comment le marché va interpréter justement cette communication de la Fed, mais ça on aura la réponse ce soir. Dans l'immédiat, on a un peu anticipé ça hier. Le marché termine relativement bien. Il semblerait que la zone des 4140, 4150 sur le S&P 500 se dessine comme étant un point de support relativement important. On a vu une extrême peur, pas mal de trouilles ces derniers temps, beaucoup de négativisme qui fait que finalement ça va faire pour les contrariants un certain soutien sur les marchés. Ce qui fait que pour l'instant, si tout va bien ce soir, on devrait pouvoir tenir jusqu'au chiffre d'Apple pour autant qu'ils soient bons, qui nous permettront de tenir ensuite jusqu'au chiffre des non-farm payrolls pour autant qu'ils soient bons. Et ceux-ci seront assez compliqués à interpréter parce que si trop fort, économie trop forte, pas bon pour la Fed, et si trop faible, économie trop faible, pas bon pour l'économie. Bref, on n'a pas fini de rigoler, mais ça, ce sera pour ce week-end. Pour le reste, on notera également hier des excellents chiffres de l'inflation en France. Alors là, il faut quand même prendre le temps, si vous avez l'occasion, de vous faire un replay sur le 20h de TF1 hier soir, parce que quand ils ont annoncé les chiffres de l'inflation, c'était absolument mythique. On avait l'impression que le présentateur était payé par rapport aux chiffres de l'inflation qui baissaient. Alors il a carrément dit « Ah, l'inflation va beaucoup mieux !» Bon, d'accord, elle monte toujours, mais elle monte moins fort. Alors c'était la bonne nouvelle de la veille, hein. L'inflation monte moins fort en France, puis direct derrière, il vous balance un reportage, vous avez une retraitée qui gagne 1800 € par mois, qui vous dit oui, de toute façon, j'ai dû arrêter d'acheter des fruits, je mange plus de viande, mais bon, voilà, tout est trop cher. » Puis on vous dit, oui, non, mais l'inflation, vous avez quand même vu qu'elle montait beaucoup moins. Non, j'ai pas vraiment vu. Si, mais elle monte beaucoup moins. Bref, voilà, donc en gros, ça va mieux en France. Le CAC a bien aimé. Rebond sur le CAC 40, enfin, le CAC 40 qui ressemble plus à un falling knife, à un couteau qui tombe qu'à autre chose. Mais pour l'instant,
on a réussi à inverser un petit peu la tendance, et puis le CAC 40 est de bonne humeur parce que l'inflation semble de plus en plus sous contrôle en France, et ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Donc voilà, pour l'instant, on est en train de sous-peser le pour et le contre. Alors il y avait un rapport assez intéressant qui a été publié dans un article de MarketWatch aujourd'hui, où il y avait un expert qui nous disait qu'il a analysé les 55 dernières corrections. Oui, vous savez que depuis quelques jours, le S&P 500 a baissé de 10% par rapport au plus haut, donc il est rentré, il a tapé cette zone de plus de moins 10%, et résultat, il est rentré en zone de correction. Bon là, il est remonté depuis 2 jours, donc il est plus en zone de correction, mais c'est intéressant de voir, c'est que dès qu'on sort de cette zone de 10% par rapport au plus haut, on rentre en correction. On l'a vu sur le Nasdaq la semaine dernière, et on l'a vu donc sur le S&P. Et donc ce monsieur, il a repris les 55 corrections de plus de 10% par rapport au plus haut depuis 1928. Oui, parce que depuis 1928, il y a eu 55 corrections de plus de 10%, ce qui est relativement correct finalement sur 100 ans, hein, une fois tous les 2 ans. Eh bien, il en a tiré des conclusions, parce qu'on se pose toujours la même question, hein. Quand on rentre en zone de correction à moins 10%, après on a une autre zone qui est importante, c'est les moins 20%. Là, c'est l'entrée en bear market. Et donc il s'est dit, qu'est-ce qui se passe quand on rentre en correction? Est-ce que c'est courant qu'ensuite on aille en bear market? Il se trouve en gros, l'un dans l'autre, que 40% du temps on va en bear market et 60% du temps, eh bien c'est une correction et le marché remonte. Voilà, donc en gros, il a bossé comme un malade mental sur les statistiques pour se rendre compte que l'un dans l'autre, a pas grand-chose de différence. Une fois sur deux, ça remonte, une fois sur deux, ça va plus bas. Ouais, je sens qu'on est vachement plus avancé qu'avant. Donc vous l'aurez compris, hier, si on a recherché un intérêt quelconque, une activité quelconque, eh bien on avait quand même l'impression que les gens, ils marchaient sur des œufs et qu'ils allaient à petits pas pour trouver leur positionnement pour attendre la fête ce soir. Et néanmoins, il faudra quand même noter qu'on a toujours des résultats, énormément de résultats qui sont publiés, et des bons chiffres chez Bouygues en France hier, des également bons chiffres chez Caterpillar, mais alors encore une fois, on se rend compte que tout est question d'interprétation. Et vraiment, ce qui est assez phénoménal dans cette période de résultats, c'est que tout le monde se concentre sur les post-résultats, c'est-à-dire que sur le discours qui est fait par le management après la publication des résultats. Alors aujourd'hui, que vous battiez les attentes ou que vous ne battiez pas les attentes, c'est pas si important que ça. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous attendez. Et en fonction de ce discours, qui reste quand même un discours assez ésotérique, puisque finalement, si je suis le CEO d'une boîte et je vous dis « Ouais, je pense que ça va être pas mal les 3 prochains mois », j'en sais foutrement rien. J'ai 2-3 idées, mais la conviction, elle est quand même relativement faible, puisque jusqu'à preuve du contraire, personne ne sait de quoi l'avenir est fait. Donc du coup, les gens interprètent surtout la conférence de presse post-résultat, et ça donne des choses assez spectaculaires. Des choses spectaculaires comme les résultats de Caterpillar hier. Un exemple, Caterpillar fait mieux que les attentes, mais ils nous disent que oui, ça va être quand même compliqué pour les mois qui viennent. Ah, catastrophe, moins 7% sur Caterpillar. Hier soir, après la clôture, on a AMD qui vient publier ses résultats, des résultats qui sont en demi-teinte, on va dire pas si exceptionnels que ça. Ils nous disent plus ou moins dans la conférence post-publication que ça va être difficile ces prochains mois, que le reste de l'année c'est pas évident, qu'ils ont eu des variations sur les commandes, ils sont pas super à l'aise sur certaines choses, et là le titre se fait démonter after close, grand classique. Et puis juste avant la fin de la conférence de presse, vous avez la patronne de l'AMD qui se pointe et qui dit oui, mais par contre alors on voit quand même qu'il y a un trend positif qui se dessine sur l'intelligence artificielle. Et là on se dit ah, l'intelligence artificielle, damned, on avait oublié. Oui, donc du coup, on s'est dit, ah, alors si ça va sur l'intelligence artificielle, c'est bon. Le résultat, AMD est remonté, a tout récupéré et fini, inchangé. Donc, résultat pas terrible, plus communication pas terrible. Je sais pas, c'est quand même mathématique, hein. Moins plus moins, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus. Un truc comme ça. Bref, peu importe. AMD qui s'en sort par les poils après sa séance d'hier. Donc aujourd'hui, on voit vraiment que le gros point, c'est comment est-ce qu'on interprète les chiffres et comment est-ce qu'on se projette à l'intérieur de ces chiffres, et ça s'arrête là. Après, ce qu'ils vous disent, c'est autre chose. Ce qui est intéressant, et c'est peut-être là qu'il faut se projeter surtout, c'est que va-t-il se produire après ces discussions, après ces déclarations de la part des patrons des grandes banques? Ils vont simplement être projetés en direction des analystes. Les analystes vont prendre toutes ces recommandations, toutes ces discussions, tous ces mots
toutes ces petites phrases, toutes ces taglines, et ils vont recalculer leur modèle, leur spreadsheet économique et se dire, bah voilà où c'est que ça va nous amener dans 3 mois. Ils vont se dire, ah le gars il a dit que ce serait pas terrible, donc ils vont baisser les attentes. Et puis comme ils vont baisser les attentes, eh bien le trimestre prochain, pardon, eh bien les CEO ils vont arriver puis ils vont dire, ah mais c'est ça que vous attendez, ah non mais nous ça va nettement moins mal que ça. Donc du coup on risque d'avoir des bonnes surprises le prochain trimestre. Oui, ça c'est un petit peu le principe de la psychologie de l'investissement. J'invente rien, c'est comme ça tous les trimestres. Quand vous avez des attentes trop hautes, eh bien les CEO sont très méfiants pour le reste des trimestres suivants. Du coup, tout le monde revoit ses attentes à la baisse. Puis finalement, on bat les attentes. Comme c'est exceptionnel, les gars, ils remontent leurs attentes. Et puis du coup, les CEO se retrouvent un peu mal barrés dans 6 mois ou dans 9 mois. Résultat, ils corrigent de nouveau avec des mots. Parce que finalement, en communiquant avec les analystes un petit peu intelligemment, c'est comme avec des animaux. Une fois que vous avez réussi à comprendre comment ils fonctionnent, eh bien, vous faites ce que vous voulez avec eux. Donc voilà, on interprète. Et puis la dernière chose encore qu'il faudra retenir aujourd'hui, c'est qu'on interprète aussi beaucoup ce qui se passe sur le Bitcoin. Alors vous avez vu, le Bitcoin c'est extraordinaire, hein. Donc depuis quelques temps il n'arrête plus de monter, il a repris quasiment 10 000 balles depuis quelques jours, alors qu'il y a toujours que des rumeurs qui pensent que l'ETF BlackRock va bientôt être autorisé par la SEC, mais toujours est-il qu'hier, il y a Bernstein, une grosse firme fondamentale aux États-Unis, qui est arrivée pour nous dire que selon eux, eh bien en 2025, le Bitcoin devrait taper les 150 000. On y est de nouveau! Les bulles sont de retour. Et donc, on est tous hyper positifs sur les crypto-monnaies, mais surtout sur le Bitcoin. On repart avec des targets délirants, donc 150 000 $. En 2025. C'est pas dans longtemps, hein. C'est dans un petit peu plus d'une année, un truc comme ça. Au moment où le gouvernement américain il aurait 50 000 milliards de dettes, eh bien le Bitcoin sera à 150 000 $. Alors la raison, je vais pas vous l'expliquer parce que je suis pas un crypto guy, mais en gros, comme il y a un halving sur le Bitcoin au mois d'avril, ça va donner un coup de fouet. Et puis ensuite, comme de toute façon l'ETF BlackRock sera autorisé par la SEC à un moment ou à un autre, ça va créer une deuxième vague de hausse. Résultat, alors 35 000 plus vague de hausse plus bien halving égale 150 000 $. C'est assez simple la finance. Voilà, donc aujourd'hui, je vais pas vous mentir, on continue à regarder les mêmes choses qu'avant. Alors pour l'instant, du côté Moyen-Orient et du côté guerre, on n'en parle plus trop, un peu comme en Ukraine, mais on parle quand même toujours un petit peu du Moyen-Orient, puisque la grande question aujourd'hui, c'est tant que l'Iran, l'Arabie Saoudite ne s'en mêlent pas, on s'en fout. On s'en fout à Wall Street, en tous les cas. L'Ukraine et la Russie, c'est fini. A priori, c'est fini, on n'en parle plus du tout. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas tant que ça ne dégénère pas, on va dire. Donc pour l'instant, tant que ça ne dégénère pas, on s'en fout. Le pétrole d'ailleurs continue de rebaisser en direction des 80 $. Donc tout va bien de ce côté-là. Là aussi, c'est favorable à l'inflation, puisque finalement, un pétrole qui baisse, ça va être super. Ça coûte presque plus rien à la pompe, par 2 € le litre. Un 80 suivant, c'est franchement, ça rigole. Bref, donc tout va mieux, l'inflation est sous contrôle. On attend juste de voir ce que monsieur Powell va nous sortir ce soir, en espérant simplement qu'il ne glisse pas sur la savonnette. Voilà, en ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager et à revenir demain pour une nouvelle vidéo. Je précise également, en ce qui concerne le Trading Talk, vous savez, je vous parle depuis 4 jours de l'inscription à la conférence de demain soir à Gland chez Swissquote. Ah il n'y a plus de place. C'est plein, c'est complet, on a bouclé, c'est terminé, plus personne ne peut s'inscrire. Désolé, ce sera pour la prochaine fois. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de cette journée, de cette première journée de novembre. Et on se retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bye bye.